Bonjour à toutes et à tous. Merci donc de vous être connectés donc sur ce webinaire du Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes, qui est spécifiquement dédié aux membres, aux acteurs du service public de l'emploi, donc que sont Pôle emploi, Cap emploi et Mission locale, ainsi qu'au centre de formation des apprentis, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter des éléments de connaissances le plus poussé possible sur la question de l'apprentissage, mais vraiment de l'apprentissage dans la fonction publique. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de répondre aussi à toutes vos interrogations. Je suis Sophie Cordel, donc coordinatrice du Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes. Et je laisse Amandine se présenter. Et bonjour à tous, donc je suis Amandine Bonnefoy, je suis chargée de mission donc pour le Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, alors ce webinaire va durer à peu près 1h30. Il se structure autour de 4 grandes parties. Donc on va d'abord reprendre quelques éléments de cadrage, puis on rentrera plus dans le détail donc sur le contrat d'apprentissage dans la fonction publique. On évoquera aussi un petit peu le fonctionnement, l'organisation des employeurs publics en matière de recrutement, donc, et notamment de recrutement des apprentis. Et puis, en toute fin de webinaire, on abordera la question de la préparation de la campagne 2021, puisqu'en fait, tout l'enjeu de ce webinaire, c'est une première pierre à l'édifice. C'est-à-dire que notre objectif sur ce dernier semestre 2020, c'est de mettre en œuvre en fait les moyens pour accompagner les employeurs publics dans l'optimisation de leur recrutement donc d'apprentis en situation de handicap en vue de la campagne de recrutement 2021. Parce que vous le verrez, on est plutôt en général sur une campagne de recrutement qui démarre par du sourcing auprès des services sur les besoins en recrutement en début d'année, donc 2021. Donc l'idée, c'est que nous, le plus en amont possible, on fasse en sorte d'apporter voilà, des réponses, des outils d'un point de vue pratico-pratique très concret pour vraiment venir en appui et les aider avec vous donc dans leur campagne. Peut-être d'un point de vue technique, donc entre chaque partie, on laissera un petit temps de questions-réponses. Donc, quand on reprendra en fait les questions que vous posez à l'issue de chaque sous-partie, et puis sur la fin, on vérifiera qu'on a bien répondu à toutes vos questions. Pour les problèmes d'ordre technique, je vous demande en fait juste d'utiliser la colonne questions à droite. C'est Karine Boulier qui est ici avec nous et qui gère l'assistante technique, voilà, qui vous dit bonjour d'ailleurs. Et donc, si vous pouvez utiliser plutôt la colonne questions que la colonne chat, la colonne chat étant vraiment consacrée aux échanges par rapport plutôt au contenu de ce webinaire. Voilà, alors écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, quelques éléments de cadrage. Alors, un premier élément de cadrage de base, on va dire, mais qui, de notre point de vue, semble nécessaire à reprendre, c'est la fonction publique. De qui parle-t-on? Alors, la fonction publique en France, elle est composée de 3 versants. Il y a la fonction publique de l'État, la fonction publique hospitalière et puis la fonction publique territoriale. Ensemble, en fait, ils emploient 5, alors bon, les données sont à fin 2015, mais en gros, on est à 5,65 millions d'agents, 5,45 millions d'agents donc hors contrat aidé, soit quand même un salarié sur 5. Donc, ce sont la fonction publique, et elle seule, c'est un très très gros employeur. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, la fonction publique de l'État, elle recouvre en fait l'ensemble des ministères et leurs services déconcentrés sur les territoires, tels que par exemple le ministère de la Justice et l'ensemble du coup des tribunaux, des services régionaux relevant de ce ministère, tels que la PJJ, les services pénitentiaires, etc. On retrouve également tous les établissements publics administratifs de l'État, tels que par exemple l'Agence régionale de santé, les parcs régionaux, les écoles de la fonction publique, les chambres des métiers, chambres d'industrie, chambres d'agriculture, également les universités publiques. Donc, si les services déconcentrés de l'État sont quand même encore très dépendants du ministère pour la plupart de leur recrutement, c'est moins le cas des établissements publics de l'État.
même si ces derniers sont la plupart du temps quand même rattachés à des ministères de tutelle, donc du coup, ils sont quand même assez dépendants d'orientation et de directives nationales à respecter. Donc la fonction publique de l'État, elle compte 2,47 millions d'agents. Donc ça fait en gros 43, enfin en gros, environ 44% de l'ensemble des agents de la fonction publique. Ensuite, on a la fonction publique hospitalière, elle réunit en fait l'ensemble des établissements publics hospitaliers, aussi un certain nombre d'EHPAD, hein, de maisons de retraite notamment, et de foyers et établissements médico-sociaux publics également. Ces employeurs, donc eux, la particularité à la différence de l'État, c'est qu'ils ont vraiment leur propre autonomie en matière de recrutement de leurs agents. C'est bien au niveau de ces établissements que voilà, la politique de recrutement se met en œuvre. Et la fonction publique, elle compte 1,18 million d'agents, donc en fait, elle porte pour 21% environ des agents de la fonction publique. Et puis, il y a également donc enfin la fonction publique territoriale qui, elle, réunit donc les collectivités locales. Alors, dans les collectivités locales, on va retrouver les mairies. On retrouve aussi les conseils départementaux et les conseils régionaux. La fonction publique territoriale, c'est aussi un certain nombre d'EPCI, d'établissements publics donc de coopération intercommunale. Là, ce sont en fait les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes également. Et puis, il y a aussi l'ensemble des syndicats mixtes ou à vocation unique qui gèrent en fait sur les territoires, par exemple les syndicats qui gèrent les déchets, ceux qui gèrent l'eau, l'assainissement. Voilà. Donc ça, ce sont tous des employeurs de la fonction publique territoriale qui disposent donc aussi d'ailleurs d'établissements administratifs comme les centres de gestion de la fonction publique territoriale. L'ensemble de ces employeurs, comme pour la fonction publique hospitalière, il faut retenir, sont autonomes aussi en matière de décision et de pratique de recrutement et ils portent pour 1,98 million d'agents, donc environ 35% des agents de la fonction publique. Donc voilà, on voit donc une très très grande diversité des employeurs publics dans la fonction publique. Il faut savoir que chaque fonction publique est régie par des dispositions particulières donc à caractère national. Et le statut général du fonctionnaire, lui, est encadré par la loi du 13 juillet 1984, le titre 1 qui s'appelle statut général. Mais ensuite, chaque versant de la fonction publique a ses propres spécificités inscrites dans d'autres titres que sont le titre 2 pour l'État, le titre 3 pour l'hospitalière et le titre 4 pour... non, le titre 3 pour la territoriale et 4 pour l'hospitalière. Voilà. À côté, quand même, il faut retenir aussi qu'à côté de la fonction publique, il existe aussi ce qu'on appelle les établissements publics à caractère industriel et commerciaux. Ce ne sont pas des établissements qui relèvent de la fonction publique. Ce sont des établissements qui ont une mission de service public. On va retrouver la SNCF, la RATP, les aéroports de Paris, voilà. Ce sont bien des établissements publics, mais qui ne relèvent pas de la fonction publique. Le point commun, c'est qu'ils ont en fait, ce sont des personnes morales de droit public qui ont en fait une gestion d'une activité de service public de nature industrielle ou commerciale. Mais attention, ils ne relèvent pas de la fonction publique. Un dernier élément peut-être sur voilà, de cadrage par rapport à la fonction publique. Il faut, à mon avis, bien retenir que le point commun entre l'ensemble de ces employeurs publics, c'est leur mission, en fait, puisqu'ils ont tous une culture tournée vers le service public et une mission d'intérêt général. L'ensemble de leur activité relève vraiment de cette mission de service public gratuit, accessible à tous, quelle que soit la particularité des personnes. C'est une mission qui est au fondement même des valeurs de la fonction publique et qui est largement, ces valeurs sont largement reprises par les employeurs en tant que recruteurs. Et de notre point de vue, ça fait aussi un point commun avec notamment vous, c'est-à-dire qui avez justement, à travers le service public de l'emploi, une mission de service public qui vise et qui a pour objectif de servir l'intérêt général. Du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment un point commun entre vos propres valeurs et celles des employeurs de la fonction publique. Les métiers de la fonction publique, c'est aussi environ 500 métiers.
C'est-à-dire que souvent, on a une représentation relativement restrictive, en fait, des métiers de la fonction publique. Souvent, on entend dire la fonction publique, c'est les métiers administratifs. Or, dans la fonction publique, les 500 métiers s'inscrivent dans des filières très différentes. On retrouve l'enseignement, l'administration, la filière technique, tout ce qui relève du secteur santé et social, tout ce qui relève de la sécurité, des impôts, les douanes, tout ce qui est recherche, culture, patrimoine. Donc voilà, au niveau des fonctions administratives, bien sûr, on a les agents administratifs. On a aussi toutes les fonctions spécifiques comme sapeurs-pompiers, la police, les inspecteurs des impôts. Mais en fait, on retrouve aussi la quasi-totalité de tous les métiers du secteur privé, en fait. On a des cuisiniers, des jardiniers, on a des architectes, des ingénieurs, des médecins. Donc voilà, il faut vraiment avoir à l'esprit que les métiers de la fonction publique s'inscrivent vraiment dans une très très grande diversité et éviter d'avoir une vision restrictive de ces métiers. Et pour ça, nous vous invitons donc à consulter, notamment via le portail de la fonction publique. Je vous ai mis le lien sur la diapo. Les répertoires des métiers, en fait, des 3 versants de la fonction publique. Donc, vous avez celui de l'État, celui de l'hospitalière et celui de la territoriale. Et c'est un bon moyen pour vous, justement, de bien prendre en considération cette réalité-là, en fait, cette diversité des métiers qui est vraiment importante et qui du coup en fait signifie que il ne faut pas se fermer en fait dans les hypothétiques possibilités en matière de recrutement en apprentissage, dans la mesure où finalement il y a plein de possibilités en fait dans la fonction publique. Alors, si on rentre un petit peu plus en détail sur le contexte actuel de la fonction publique est aujourd'hui très, 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 très fortement impactée par un certain nombre de réformes. Des réformes d'ailleurs qui sont en lien direct avec la loi liberté donc de choisir son avenir professionnel, qui elle-même réforme notamment l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur privé et dans le secteur public. Mais plus largement, en fait, la fonction publique est impactée en fait par la loi de transformation de la fonction publique qui va donc reprendre les éléments de la loi liberté de choisir son avenir professionnel, donc par rapport à la réforme de l'obligation d'emploi, notamment en intégrant un chapitre 5 dédié à ça, justement, dans le statut général des fonctionnaires, et qui a, sur le volet en tout cas handicap, a pour objectif de renforcer l'égalité professionnelle et de favoriser le déroulement de carrière des personnes handicapées. Quand vous êtes en relation avec des employeurs publics en ce moment, ne pas avoir en fait à l'esprit le fait que ces employeurs se trouvent justement en plein dans de ce contexte de réforme qui impacte très 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 fortement toute leur organisation fonctionnelle en matière de gestion des ressources humaines, en matière de gestion de carrière, en matière de recrutement, de maintien d'emploi, etc. C'est presque en fait ne pas prendre en compte la réalité en fait quotidienne des recruteurs de la fonction publique. C'est comme quelque part ne pas prendre en compte la réalité du Covid en ce moment quand vous êtes en relation avec des employeurs privés ou publics, puisque voilà, dans le privé notamment, les entreprises sont particulièrement en alerte quant à l'idée de maintenir leur activité économique, et quand on va les rencontrer pour leur proposer un contrat d'apprentissage, si on n'a pas à l'esprit le fait qu'ils sont en ce moment dans une période très difficile, on risque quand même de louper quelque chose dans la relation en fait avec l'employeur. Ben là, c'est la même chose. Dans la fonction publique, cette réforme, elle les impacte aussi très fortement. Et donc, c'est important d'avoir à l'esprit, d'avoir quelques notions de base sur cette réforme. À ce sujet, d'ailleurs, nous avons, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, le 22 septembre, fait un webinaire sur l'impact de cette réforme dans les politiques handicap et maintien d'emploi. Du coup, ça peut être intéressant que vous puissiez en prendre connaissance. Ça vous donnera des éléments de cadrage. Alors, simplement pour rentrer il faut juste retenir que la réforme de la transformation de la fonction publique concernant le handicap, elle vise donc à simplifier les modalités de déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle vise également à accompagner donc les parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Et puis, elle vise à faciliter l'insertion professionnelle et la sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap.
Mais du coup, je vais laisser la parole à Amandine qui va rentrer plus dans le détail sur la question de l'impact de cette réforme en matière de recrutement des apprentis en situation de handicap. Alors oui, donc peut-être un peu plus concrètement, donc nous avons tout d'abord une circulaire, donc celle du 8 avril 2015, qui elle va préciser donc les règles de formalisation des contrats d'apprentissage. Donc, c'est une circulaire qui a été établie en 4 parties. Donc, une sur le contrat d'apprentissage, l'exécution de ce contrat, ses spécificités donc, dans le secteur public, et puis dans une dernière partie qui répertorie donc, les textes applicables et qui propose quelques modèles en annexe. Alors, maintenant, donc un peu plus concrètement, pour entrer au cœur des réformes que Sophie évoquait, donc nous avons tout d'abord la loi liberté de choisir son avenir professionnel, qui ne concerne donc pas spécifiquement la fonction publique, mais qui a en fait transformé le paysage de l'apprentissage. Cette loi, elle introduit donc notamment donc une simplification d'ouverture des centres de formation, qui devront donc désormais répondre à 7 critères de normes qualité, dont 3 concernent le handicap. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez important. Ces 3 critères sont donc l'adaptation de l'accueil des apprentis, l'adaptation pédagogique et la désignation d'un référent handicap. Cette loi, elle permet également d'élargir le vivier des apprentis en reculant l'âge d'entrée des apprentis à 30 ans. Alors, pour rappel, hein, les apprentis en situation de handicap, donc BOE, ne sont pas limités en termes d'âge pour entrer en apprentissage, et ça depuis 2009. Cette loi, elle permet également donc, une revalorisation de la rémunération, donc à 100% du SMIC après 26 ans, et une modification donc, des possibilités de rupture qui peuvent désormais se faire donc, sans recourir au Conseil des prud'hommes, avec une possibilité également pour l'apprenti de poursuivre chez le même employeur, sans l'employeur, pendant au moins 6 mois au CFA. Et puis, enfin, donc, cette loi, elle prévoit une évolution du mode de financement, notamment par le versement de la taxe d'apprentissage aux OPCO qui la reverseront ensuite à France Compétences. Alors, petite précision, dans la fonction publique, les employeurs ne versent pas de taxe d'apprentissage. Voilà, donc on verra l'impact de cela un peu plus tard. Et puis, donc une autre loi qui réforme également l'apprentissage dans la fonction publique, c'est la loi de transformation de la fonction publique. Elle reprend donc certaines dispositions de la loi à venir qu'elle transpose et qu'elle rend applicables à la fonction publique. Alors, tout d'abord, l'apprentissage, ça a été et c'est une priorité nationale qui est reprise par le FIP et dont le Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes a également souhaité faire une de ses priorités. Il y a plusieurs articles dans cette loi qui concernent l'apprentissage qui ne sont pas forcément spécifiques à l'emploi de travailleurs handicapés. Alors, très rapidement, hein, sans rentrer dans le détail, ces articles sont donc l'article 18, donc la possibilité pour les organismes publics qui ne disposent pas de la personnalité morale de recruter des apprentis. C'est également donc le développement de l'apprentissage dans la fonction publique hospitalière en ouvrant ce type de contrat à de nouveaux métiers, donc comme les métiers d'infirmier, de masseur kinésithérapeute, de pédicure, de podologue et encore un certain nombre de métiers supplémentaires. La loi, elle prévoit également donc une prise en charge des contrats d'apprentissage à hauteur de 50% par le CNFPT. Donc le CNFPT qui est le Centre national de formation pour la fonction publique territoriale. Et puis elle prévoit donc une harmonisation des rémunérations entre le secteur privé et public. Voilà. Alors, pardon. Hop. Pardon, toujours sur la loi de transformation de la fonction publique, il y a un autre article qui est assez important et qui concerne plus spécifiquement les apprentis en situation de handicap. Il s'agit donc de l'article 91 et qui prévoit donc à titre expérimental pour une durée de 5 ans une procédure qui va permettre de titulariser les apprentis en situation de handicap à l'issue de leur contrat d'apprentissage.
Voilà, donc c'est conditionné à la vérification de l'aptitude professionnelle de cet apprenti par une commission. Et donc, toutes les modalités de dépôt des demandes, le contenu de la candidature et les modalités d'examen de ces candidatures sont précisées par un décret. Alors, peut-être quelques chiffres sur les dernières années qui va concerner l'apprentissage au sens large. Donc, dans la fonction publique, il y a eu 14 305 nouveaux contrats d'apprentissage signés en 2019. Alors, c'est un peu moins qu'en 2018, alors que les années précédentes, la tendance était vraiment à la hausse. D'ailleurs, entre 2001 et 2012, le nombre d'apprentis dans la fonction publique a été multiplié par 4. Voilà. Tous secteurs confondus, nous sommes donc sur 368 000 nouveaux contrats signés en 2019 toujours. C'est pour la première fois une croissance à 2 chiffres, donc plus 16% entre 2018 et 2019. Ce qui porte donc le nombre d'apprentis en France en 2019 à 491 000. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater de ces données-là? C'est que le nombre d'apprentis dans la fonction publique, il reste quand même marginal par rapport au nombre d'apprentis dans le secteur privé. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais notamment une culture de l'apprentissage qui n'est pas aussi ancrée dans le public que dans le privé. La possibilité de conclure les contrats d'apprentissage dans la fonction publique, elle est bien plus récente. Elle date de 1992, alors qu'elle avait été instaurée en 1971 par la loi Guichard dans le secteur privé, donc plus de 20 ans avant. Et puis, donc, il y a un autre frein qui est culturel également, c'est l'idée de concours. Donc, c'est un frein culturel qui n'évolue pas de la même manière selon les versants de la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, le contrat d'apprentissage commence à être un peu plus utilisé, alors que dans la fonction publique d'État, où la culture de concours elle est encore très très forte, on voit que ce contrat peine un peu plus à se développer. Alors, si on entre maintenant vraiment dans la description de ce contrat d'apprentissage et sa mise en œuvre dans la fonction publique, donc tout d'abord, un petit rappel sur les fondamentaux. Le contrat d'apprentissage, il a pour objectif donc, de dispenser une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle qui va être sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. L'apprenti va travailler en alternance, donc chez un employeur public qui l'embauche et dans un centre de formation donc, ou un établissement de formation pour y suivre les cours théoriques et pratiques. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail de droit privé, tripartite, qui est signé donc, entre l'apprenti, son employeur et l'établissement de formation. Ce contrat, il est soumis à la DIRECCTE, donc dans les 5 jours qui suivent ce début de contrat maximum. Dans la fonction publique, c'est le même CERFA qui va être utilisé. Il y a juste une case spécifique qui concerne l'assurance chômage. Alors peut-être une petite précision sur cette assurance chômage. Les employeurs publics ne sont pas soumis à l'obligation de s'affilier à un régime d'assurance chômage. Ils peuvent recourir au système de l'auto-assurance. Ce qui signifie que c'est l'employeur qui va assurer lui-même la gestion et le financement de cette indemnité de chômage pour ses agents. Alors, spécifiquement pour les apprentis, l'employeur peut adhérer au régime d'assurance chômage donc de Pôle emploi. Ensuite, donc, l'employeur va désigner en son sein un maître d'apprentissage qui là va être chargé d'accompagner son apprenti et de lui transmettre ses connaissances et ses compétences. Ce maître d'apprentissage, il doit pouvoir donc consacrer du temps à son apprenti et l'encadrer. Il doit donc lui-même disposer au moins d'une qualification équivalente au diplôme qui va être préparé par son apprenti. La formation de l'apprenti, elle peut durer entre 1 an et 3 ans en fonction du diplôme qui est préparé. Cette durée peut être portée jusqu'à 4 ans pour les apprentis en situation de handicap. Et je le rappelle, donc, toute personne sans limite d'âge peut entrer en apprentissage si elle est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors, 2 précisions
Deux précisions peut-être. Donc, l'apprenti peut être déduit de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc comme unité déductible, mais il n'entre pas dans l'assiette d'assujettissement. Et puis, autre petite précision, donc dans la fonction publique, on ne peut pas conclure de contrat de professionnalisation. Voilà, ce qui limite peut-être un peu au regard du secteur privé. Alors, les principes d'intervention du FIP. Donc, le FIP peut intervenir et peut aider financièrement l'employeur, mais son intervention est soumise à plusieurs principes. Donc, tout d'abord, le FIP il va intervenir en complémentarité des dispositifs de droit commun. C'est-à-dire qu'en premier lieu, un employeur va devoir solliciter les structures qui ne sont pas spécialisées dans le handicap. Par exemple, les OPCA, la sécurité sociale, la mutuelle, la PCH, délivrée par la MDPH. Et donc, cet employeur pourra solliciter le financement du FIP que dans le cadre de la compensation du handicap. Les aides du FIP, elles ne sont pas accessibles de droit. Elles sont accordées selon les évolutions du droit commun, bien sûr, mais selon également à la discrétion du FIP. Donc, le FIP a le droit d'accorder ou non la prise en charge d'une aide, au même titre qu'un employeur a le droit de décider de ne pas solliciter le FIP. Pour autant, le refus de prise en charge d'une aide par le FIP ne va pas dispenser l'employeur de son obligation d'aménager le poste. Voilà, les aménagements de poste sont une obligation qui sont inscrites au Code du travail et le droit à la compensation, lui, est repris dans l'article 11 de la loi du 11 février 2005. Les aides financières du FIP, elles sont versées systématiquement à l'employeur. C'est l'employeur qui saisit le FIP puisque c'est lui qui va en recevoir le bénéfice financier. Les agents peuvent demander à saisir le FIP. Néanmoins, si la demande de l'agent est recevable, le FIP devra contacter l'employeur. Alors, deux valeurs, une valeur plancher de 200 €, en dessous duquel le FIP considère que l'employeur se doit de contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Donc, pas de prise en charge pour les dépenses inférieures à 200 €. Et puis, une deuxième valeur, donc au-delà de 1 200 €, les demandes peuvent faire l'accord d'un financement sur devis. Donc, une demande préalable qui sera valable 2 mois avant d'engager les frais. L'employeur s'assure de la participation financière du FIP. Voilà. Et puis, petite précision, un employeur dispose d'un délai de 6 mois pour déposer une demande de prise en charge. Et les modifications des nouvelles dispositions qu'on a présentées et qu'on présentera par la suite ne concernent que les contrats qui sont signés à partir du 1er janvier 2020. Alors, deux possibilités pour mobiliser le FIP. Tout d'abord, on peut mobiliser les aides qui sont inscrites au catalogue. Donc, ces demandes sont présentées par l'employeur au fil des besoins de l'employeur dans la limite annuelle de 40 000 €. Ce catalogue des aides, il est disponible sur le site du FIP et les demandes sont réalisées sur la plateforme de la Caisse des dépôts, dont le lien se trouve également sur le site du FIP. Actuellement, et je dis bien actuellement parce que c'est un catalogue qui est très régulièrement remis à jour, ce catalogue propose 35 aides. Alors, un apprenti en situation de handicap, il doit être reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour bénéficier des aides du catalogue. Donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi au titre de l'article 5212-13 du Code du travail, qui définit la catégorie de bénéficiaire d'obligation d'emploi. Néanmoins, il y a une souplesse qui peut être accordée pour les apprentis qui justifient du dépôt d'un dossier, d'une demande, et notamment s'il provient d'une structure de type IME ou ITEP, s'il provient du milieu protégé, d'un ESAT par exemple, ou si jusque-là il percevait une AEEH, donc l'allocation d'enfants pour d'éducation d'enfants handicapés.
Le deuxième moyen donc, de recourir ou de mobiliser le FIP, c'est de signer un contrat triennal avec lui, donc de conventionner. L'employeur public donc, va s'engager à mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui vont être déterminées en fonction de son fonctionnement, donc de son organisation, de l'évolution de ses effectifs par exemple. Et donc, un budget va lui être accordé pour engager ces actions. Il y a 4 axes sur lesquels l'employeur doit s'engager à réaliser des actions. Donc, un axe qui concerne la formation, l'information, la sensibilisation. Un axe qui va concerner le recrutement et l'intégration des agents et notamment le recrutement par l'apprentissage. Il y a un axe qui va concerner le maintien dans l'emploi et puis plus globalement, donc un dernier qui concernera le portage et le pilotage de la politique handicap. Les projets de convention, ils font donc déjà l'objet d'un important travail préparatoire et ils sont ensuite validés par un comité local au niveau national. Et puis, chaque année, donc l'employeur va devoir adresser un bilan des actions qu'il a menées au FIP. Alors, ce qu'il est important de retenir pour un conseiller emploi, c'est plutôt quand on commence à engager un certain nombre d'actions avec un employeur, il faut simplement savoir s'il est conventionné, lui poser la question, quelles sont les actions qu'il a prévues dans sa convention. Et puis, simplement penser également à ne pas solliciter les aides sur la plateforme, mais voir ce qui est prévu dans cette convention pour l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs. Peut-être préciser qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la grande majorité des grands comptes publics sont sous convention avec le FIP. On a vraiment beaucoup d'employeurs publics de plus de 1000 agents en équivalent temps plein qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes sous convention. Donc c'est vraiment important d'avoir cette vision-là parce qu'effectivement, vous n'aurez pas la même approche en fait s'il est sous convention ou pas. S'il est sous convention, ça sera important que vous puissiez échanger avec lui sur le contenu de cette convention et notamment par rapport à l'axe apprentissage, puisqu'en fait, ces employeurs se sont fixés des objectifs de recrutement d'apprentis en situation de handicap. Donc, ils sont normalement dans un objectif d'atteindre leur propre objectif. Pardon, Amandine, je t'ai Non, coupé. non. Hop. Alors, si on entre peut-être maintenant un peu plus en détail dans le catalogue du FIP, donc la première aide, elle va concerner la prise en charge des frais de formation et d'inscription des apprentis. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'employeur public ne verse pas de taxe d'apprentissage. Donc, en théorie, les frais de formation sont à sa charge. Pour ce qui concerne les apprentis en situation de handicap, le FIP prend en charge à hauteur de 10 000 euros par année, donc pour un cycle de formation d'une durée maximum de 3 ans, les frais de formation et d'inscription. Alors, petite précision, et on le voyait tout à l'heure, dans le cadre de la réforme apportée par la loi de transformation de la fonction publique, le CNFPT va désormais prendre en charge 50% du coût de la formation. Le FIP ne complétera donc pas la prise en charge. Elle est désormais du ressort du CNFPT. Alors, le CNFPT, je le rappelle, c'est le centre de formation qui va concerner uniquement le versant de la fonction publique territoriale. Voilà. Une deuxième aide va concerner donc la prise en charge de la rémunération brute et les charges patronales de l'apprenti à hauteur de 80%. Déduction faite, et ça c'est valable pour toutes les aides, des éventuelles autres aides financières que l'employeur pourrait percevoir pour cet emploi. Alors, il s'agit bien de 80% de la rémunération, donc, et ce, quelle que soit la rémunération que l'employeur décide de verser à son apprenti, et non pas 80% des seuils et des barèmes fixés par la loi. Donc, l'employeur est tout à fait libre de proposer à un apprenti en situation de handicap un salaire plus élevé que celui prévu par la loi. Le FIP propose également donc une prise en charge du coût des aménagements techniques sur le lieu de formation et sur le lieu de travail.
Le FIP le prévoyait depuis bien plus longtemps sur le lieu de travail. C'est une nouveauté, donc enfin une nouveauté toute relative de 2019, qui concerne donc la prise en charge des aménagements techniques sur le lieu de formation. Il s'agit donc, par exemple, de l'acquisition de matériel, d'un logiciel ou des aménagements techniques de poste. Cette aide, elle est plafonnée à 10 000 € pour 3 ans, donc pour le cycle de formation. Attention, le montant de 10 000 €, il concerne les deux lieux. Ce n'est pas 10 000 € au CFA et 10 000 € sur le lieu de travail. Et puis, petite précision, donc, comme beaucoup d'aides du catalogue, une prescription du médecin prévention elle va être nécessaire pour engager ces dépenses. C'est souvent le cas pour les aménagements. Ce sera le point de départ du dossier. Donc l'acquisition, elle va se faire par l'employeur qui met le matériel à disposition du CFA. La propriété, elle est bien celle de l'employeur. Donc, en fin d'apprentissage, l'employeur peut récupérer ce matériel ou le céder à une plateforme technique de prêt. Voilà, plateforme qui n'est pas encore en place, mais voilà, la disposition est prévue au catalogue. Alors ensuite, le FIP va proposer la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration. Et là, attention, il s'agit bien du surcoût du fait de la situation de handicap, des frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration. Donc, c'est une aide qui est plafonnée à 150 € par jour, déduction faite des autres financements, hein, bien sûr, et qui concerne vraiment la compensation au titre du handicap. Donc là, il y a eu un durcissement des conditions d'octroi. Donc, un apprenti BOE, par exemple, qui va utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de formation, la dépense ne sera pas prise en charge. Il va vraiment s'agir des coûts liés à la situation de handicap. Donc, par exemple, si un apprenti BOE doit se faire conduire par un tiers et donc qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de formation. Une autre aide, donc il va s'agir du versement éventuel d'une aide forfaitaire de 1 525 € pour faciliter l'entrée en apprentissage de cet apprenti. L'aide, elle est facultative et ses modalités d'octroi, donc elles sont laissées à la discrétion de l'employeur. Ça peut être par exemple le versement en lien avec un trousseau professionnel, l'acquisition d'un PC portable par exemple, ou un apprenti qui voudrait par exemple passer son permis de conduire. Donc tout simplement, l'employeur va verser cette prime à son apprenti et en demande le remboursement au FIP. Une autre aide va concerner donc la prise en charge des surcoûts sociopédagogiques. Donc là, sur le lieu de formation ou sur le lieu de travail. Il va s'agir par exemple de l'ingénierie pédagogique, donc par exemple une AVS, un besoin de suivi renforcé, du soutien pédagogique qui pourrait être dispensé en petits groupes, de l'adaptation des supports, d'un lecteur, scripteur, enfin de toute aide qui va être destinée à compenser les difficultés liées à une situation de handicap. Cette aide, elle est plafonnée donc à 520 fois le SMIC horaire brut, ce qui correspond donc pour l'année 2020 à 5 278 €. Voilà. Donc là, c'est le CFA hein, qui réalise une facturation et qui l'adresse à l'employeur. Alors, on poursuit avec la prise en charge de la formation à la fonction de tuteur qui va être donc chargé d'accompagner un apprenti en situation de handicap. Le FIP propose la prise en charge de cette formation à hauteur de 2 000 € par an et dans la limite de 5 jours. Et puis, le FIP propose également donc, la prise en charge de l'accompagnement, donc des heures de tutorat, l'accompagnement passé par un maître d'apprentissage pour compenser le temps supplémentaire accordé à l'accompagnement de son apprenti. Donc, il s'agit de la prise en charge de la rémunération du maître d'apprentissage. Alors, une rémunération annuelle brute qui est quand même plafonnée, hein, mais qui est plafonnée à l'équivalent d'un salaire de cadre. Et qui se fait donc dans la limite de 228 heures par an.
Et puis, la prise en charge, donc, pour finir, d'une prime à l'insertion. Donc, une prime à l'insertion durable si l'employeur intègre son apprenti à l'issue du contrat d'apprentissage. Donc, par intégration durable, on entend à minima un CDD de 12 mois. Et puis, donc, au mieux, une titularisation. Cette prime, elle est de 1 600 €. Et puis, donc, petite précision, hein, puisque je viens de vous présenter les aides qui étaient directement liées au contrat d'apprentissage, mais au titre de son statut de BOE, un apprenti va également avoir le droit de bénéficier des autres aides du catalogue, donc qui permettront de compenser une situation de handicap. Les autres aides du catalogue auxquelles il pourrait desquelles il pourrait bénéficier, ça peut être par exemple une étude ergonomique de son poste de travail, ça va être l'aménagement technique du poste, le besoin de recourir par exemple à une interprète de langue des signes, voilà. Et puis, bien pour finir, qu'est-ce qu'il va se passer après le contrat d'apprentissage? Il y a plusieurs possibilités. Alors, l'apprenti peut être recruté par la voie contractuelle. Donc là, sans concours, c'est une voie dérogatoire qui, à l'issue d'un CDD de 1 an, permet la titularisation. Donc CDD de 1 an qui vaut la période de stagiarisation du fonctionnaire. Alors, cette voie dérogatoire, c'est la voie de recrutement au titre des articles 27 ou 38, en fonction du versant de la fonction publique. C'est une voie dérogatoire qui n'est pas réservée aux apprentis en situation de handicap. Alors, peut-être pour en dire quelques mots quand même, il s'agit en fait de la possibilité pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder à la titularisation sans passer de concours, en détenant néanmoins les conditions d'accès. Donc, c'est par exemple un bénéficiaire d'obligation d'emploi qui veut intégrer un poste de rédacteur, donc admettons le poste de secrétaire de mairie qui serait classé catégorie B. Pour intégrer un poste de catégorie B, il y a une condition de diplôme, donc qui est à minima le bac, condition de nationalité, de droit civique, donc une absence de condamnation, d'aptitude physique, de service national, donc qui sont les conditions d'intégration d'un poste dans la fonction publique. Si cette personne, elle possède les conditions d'accès au poste et qu'elle bénéficie d'un titre de bénéficiaire d'obligation d'emploi, elle sera alors exemptée de passer le concours et pourra accéder à la titularisation. Donc, eh bien, on en parlait tout à l'heure, hein, la loi de transformation de la fonction publique, elle a prévu donc à titre expérimental un dispositif qui va permettre aux apprentis en situation de handicap d'être titularisés à l'issue de leur contrat d'apprentissage. Et puis, il y a une deuxième mesure, donc la loi permet également aux apprentis de se présenter à la troisième voie de concours, en faisant valoir donc la durée de l'apprentissage comme une expérience professionnelle de droit commun. Et cette expérience, qu'elle ait eu lieu auprès d'un employeur public ou d'un employeur privé. Alors, la troisième voie de concours, c'est la voie qui permet à certains candidats donc, qui bénéficient d'une expérience professionnelle particulière, par exemple par l'exercice d'un mandat d'élu local ou par l'exercice dans une association, d'accéder à certains postes de la fonction publique. Voilà, je rappelle les autres voies de concours qui sont le concours interne et le concours externe. Voilà, alors là, c'est des spécificités vraiment fonction publique, j'entre pas plus dans les détails, mais voilà, sachez que ça existe. Et puis enfin, donc, il y a un dispositif qui est le dispositif de préparation au concours de catégorie A et B. Certaines administrations proposent à leurs apprentis donc, de bénéficier d'actions de préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission pour préparer les concours de catégorie A et B. Voilà, tout ça pour les encourager un peu à passer les concours de la fonction publique et donc de fournir des chances supplémentaires de le réussir. Voilà, et je repasse la main à Sophie. Alors juste avant, je vais reprendre les quelques questions que vous avez posées sur
Il y avait une question sur quand l'employeur est sous convention, du coup, est-ce que ça signifie qu'il peut plus mobiliser les aides ponctuelles? Donc oui, effectivement, à partir du moment où l'employeur a signé une convention avec le FIP, cela signifie que dans cette convention, il a défini des objectifs de recrutement et notamment de recrutement en apprentissage. Il a par exemple identifié, sur 3 ans, je prévois de recruter 6 apprentis. Et en fait, il va définir une enveloppe prévisionnelle pour donc venir en appui financièrement au recrutement de ces apprentis. Et cette enveloppe prévisionnelle, en fait, elle reprend les aides ponctuelles prévues dans le catalogue des interventions. Alors attention quand même, elle reprend pas forcément toutes les aides. C'est-à-dire, il peut y avoir des choix pris par l'employeur, par exemple, de dire, moi, je ne souhaite pas mobiliser l'aide du FIP, en fait, sur la formation des tuteurs. Parce que voilà, je considère que la formation du tuteur, je vais l'internaliser, ou je considère que ou la rémunération des tuteurs, je considère que les tuteurs n'ont pas besoin d'être rémunérés pour être tuteurs, plus spécifiquement. Voilà, il y a des choix qui peuvent être pris par des employeurs. Donc c'est pour ça que c'est important de dialoguer avec l'employeur pour bien connaître, quand ils sont sous convention, le contenu de leur convention par rapport à leur axe apprentissage. Et si vous avez besoin de savoir si un employeur sur votre territoire est sous convention avec le FIP ou non, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser la question. Nous, on a tout à fait connaissance des employeurs conventionnés avec le FIP, puisqu'en fait, on anime le réseau des employeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, qui sont sous convention avec le FIP. La deuxième question, c'était la question du droit commun et des aides du FIP. Donc effectivement, le principe, c'est vraiment d'abord en fait de vérifier ce qui est pris en charge dans le cadre du droit commun, et ensuite en fait de solliciter le FIP sur le reste à charge, sur les surcoûts en fait, et notamment sur les surcoûts liés au handicap. Donc voilà, c'est vraiment la nuance, c'est vraiment la logique de fonctionnement. Il me semble d'ailleurs que c'est la même logique que la GFIP. On est vraiment dans cette logique de droit commun d'abord, aide spécifique dans un deuxième temps. Et puis la troisième question, alors là, Amandine, du coup, je dirais que on ne sait pas, mais sur les 14 305 apprentis, est-ce qu'on sait à peu près la part d'apprentis en situation de handicap? Oui, alors j'ai le taux par versant de la fonction publique. Alors, est-ce que tu peux donner Alors, les précisions? oui, c'est dans la fonction publique hospitalière qu'il y a le plus d'apprentis en situation de handicap, avec 8,3%. Dans la fonction publique territoriale, on a 6,2% d'apprentis en situation de handicap, et dans la fonction publique d'État, 2,2%. Voilà. Voilà, donc c'est dans la fonction publique territoriale qu'on constate qu'il y a un plus grand nombre d'apprentis. Par contre, c'est dans la fonction publique hospitalière qu'il y a un plus grand nombre d'apprentis en situation de handicap. Un plus fort taux. Alors, si on continue du coup le webinaire, donc peut-être quelques éléments sur l'organisation fonctionnelle des employeurs publics. Alors déjà sur leur processus de recrutement des apprentis. Alors simplement pour dire que secteur privé, secteur public, même logique, c'est vrai que les process de recrutement dans la fonction publique sont en fait assez proches finalement des processus de recrutement dans le secteur privé. Là aussi, il y a souvent des représentations autour de ça, sur le fait que dans la fonction publique, c'est beaucoup plus lourd, que c'est beaucoup plus complexe, qu'il y a plus de procédures administratives, que c'est plus compliqué. Or, en fait, ce qu'on constate pour de vrai, c'est que, comme c'est le cas dans le secteur privé, on voit souvent une différence, par exemple, entre les grands comptes et puis les toutes petites collectivités. Les pratiques, en fait, vont être aussi différentes, surtout par rapport à la taille de l'employeur et les processus qui sont mis en place pour assurer, en fait, leur politique de recrutement. Un département, par exemple, va avoir effectivement un service de recrutement qui va vraiment structurer et formaliser son process de recrutement en général, et notamment en apprentissage. Une petite mairie, on voit très souvent le maire lui-même qui recrute en fait les personnes. Donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il n'y a pas tellement de différence, si ce n'est quand même peut-être trois petites particularités.
trois petites spécificités. Alors, le jury de recrutement, c'est vrai qu'on entend souvent dire que dans la fonction publique, il y a le jury de recrutement, que ça peut faire peur aux demandeurs d'emploi de se trouver face à 4, 5 personnes donc, qui vont l'interroger dans le cadre de recrutement. Alors oui, c'est vrai que c'est une pratique assez régulière, mais qui est surtout en fait appliquée dans la fonction publique de l'État au niveau ministériel, au niveau des établissements de l'État, et qui mérite parfois quand même une petite préparation en amont pour accompagner les demandeurs d'emploi, que ce soit dans le cadre d'un apprentissage ou pas, dans la préparation de ces jurys de recrutement. Un autre point peut-être à prendre en compte, c'est la place de l'élu. Alors ça, c'est spécifique à la fonction publique territoriale. Effectivement, dans la fonction publique territoriale, il arrive que l'élu intervienne dans le processus de recrutement. Alors quand c'est une petite collectivité, c'est quasiment tout le temps. Quand ce sont des plus grosses collectivités, ça l'est moins. Voilà. Mais il arrive effectivement qu'il y ait cette intervention-là un petit peu plus, on va dire, politique et institutionnelle. Voilà, pour la fonction publique de l'État, je l'ai déjà dit, on est sur un processus qui va être peut-être plus dépendant en fait, qui va être centralisé ou régionalisé, et qui nécessite en fait de bien appréhender le fonctionnement justement de chaque employeur, que ce soit de la fonction publique territoriale, hospitalière ou l'État, par rapport finalement à leur processus de recrutement et leurs pratiques en la matière, et notamment dans le cadre de l'apprentissage. Voilà, donc ne vous fermez pas en fait sur cette idée que le recrutement, les process de recrutement dans la fonction publique sont plus complexes. Je pense qu'il faut surtout retenir que chaque employeur, qu'il soit public ou privé, a ses propres spécificités, son propre fonctionnement est plus ou moins organisé. Ils sont tous régis par ou le droit du travail, ou les statuts, un statut de la fonction publique ou une convention. Donc voilà, il faut surtout, quand vous allez à la rencontre de l'employeur, connaître cet employeur pour être en capacité de négocier, et notamment de négocier les recrutements en apprentissage. Peut-être aussi, voilà, je l'ai déjà dit. Peut-être aussi dans la fonction publique, il faut avoir à l'esprit qu'il existe un certain nombre d'acteurs dits, que j'ai appelé des intermédiaires dans la fonction publique, comme on peut trouver aussi dans le secteur privé, hein, par exemple la CPME qui a une mission handicap pour les petites et moyennes entreprises. Et ben, dans la fonction publique, par versant, les employeurs ont des interlocuteurs qui peuvent leur venir en appui par rapport à leur politique de recrutement et d'insertion globalement, et notamment de recrutement et d'insertion d'apprentis en situation de handicap. On a par exemple pour la fonction publique de l'État ce qui s'appelle les plateformes des ressources humaines, qui sont donc rattachées au secrétariat général des affaires régionales des préfectures de région, qui ont vraiment pour mission d'accompagner les administrations de l'État et les établissements publics de l'État dans la mise en œuvre de leur politique de recrutement, d'insertion professionnelle, de mobilité, de carrière. Ils vont accompagner à la mise en œuvre des réformes, connaître et dynamiser le marché de l'emploi public local. Ils vont proposer des conseils en mobilité avec des conseillers mobilité carrière, développer donc la mutualisation de formation en interfonction publique. Voilà, donc ils ont vraiment une fonction support RH en direction des employeurs de l'État. Alors, sur l'apprentissage, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont une politique en place d'accompagnement des employeurs de l'État, donc par rapport pour promouvoir et optimiser le recrutement des apprentis en général, et notamment en situation de handicap. À la PFRH Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas de mission handicap dédiée, mais il y a cette volonté d'inclure dans leur politique, leur accompagnement général des agents en fait et des apprentis, la volonté bien sûr d'inclure le recrutement d'apprentis en situation de handicap. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour vous de bien appréhender ce que fait la PFRH en Auvergne-Rhône-Alpes et comment elle peut éventuellement être un acteur qui peut vous venir en appui vis-à-vis d'un employeur de l'État.
On a sur la fonction publique hospitalière ce qui s'appelle la Fédération hospitalière française, avec une particularité en Auvergne-Rhône-Alpes. Il existe en fait en Auvergne-Rhône-Alpes une convention entre la Fédération hospitalière française et le FIPHFP qui a permis de développer une mission handicap à destination des employeurs hospitaliers en vue justement de les accompagner dans leur politique des ressources humaines, handicap et maintien d'emploi, et notamment dans leur politique d'insertion de personnes en situation de handicap, dont leur politique de recrutement d'apprentis en situation de handicap. Votre interlocutrice donc, est Cécile Heuss, donc, qui est la référente handicap mutualisé, donc FIP-FHF, et voilà, qui est identifiée par les employeurs hospitaliers comme étant à leur disposition pour les accompagner sur tous ces sujets, et donc du coup qui peut aussi vous aider lorsque vous avez affaire à un employeur donc hospitalier. Vous avez également, bien sûr, les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale, ce sont des établissements publics locaux à caractère administratif qui sont gérés donc par les employeurs territoriaux, qui ont pour vocation donc de participer à la gestion des personnels territoriaux et au développement des collectivités. Il faut savoir que toutes les collectivités et établissements territoriaux qui ont moins de 350 agents sont obligatoirement affiliés au centre de gestion. Les autres, les plus gros, au-delà de 350 agents, peuvent éventuellement solliciter s'inscrire, être affiliés. Ce n'est pas une obligation. Et voilà, les centres de gestion, ils ont là aussi pour mission de venir en appui des employeurs territoriaux dans la mise en œuvre de l'ensemble de leur, notamment en tout cas, de leur gestion des ressources humaines. Et tous les centres de gestion, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, ont signé une convention avec le FIPHFP et donc ont développé une mission handicap à destination des employeurs territoriaux. Et dans cette mission handicap, il y a notamment l'appui méthodologique, le conseil méthodologique et l'accompagnement au déploiement d'une politique d'apprentissage en faveur des personnes en situation de handicap. Donc les CDG ont tous en fait développé un service, on va dire apprentissage handicap en direction donc des employeurs territoriaux qui leur sont affiliés. Et là aussi, alors les services sont pas toujours les mêmes d'un centre gestion à l'autre. Donc là aussi, encore une fois, l'idée c'est voilà de vous rapprocher de ces interlocuteurs. Je sais que les Cap Emploi notamment ont pour la plupart une convention de partenariat aussi avec les centres de gestion. Voilà, de se rapprocher de ces centres de gestion pour toujours pareil, s'entendre sur des modalités de partenariat qui permettraient de promouvoir et de développer encore plus le nombre d'apprentis en situation de handicap dans les collectivités et tout en leur apportant en fait un soutien pratico-pratique pour réussir ces recrutements et ces intégrations. Il y a également, Amandine en a parlé, les organismes de formation de la fonction publique. Il y a 2 organismes de formation dans la fonction publique, celui qui relève plutôt de la fonction publique hospitalière, c'est l'ANFH, l'Association nationale de la formation professionnelle des hospitaliers, il me semble, qui est un OPCO. Donc l'OPCO de la fonction publique hospitalière et qui peut développer un certain nombre d'offres de formation, qui propose des formations et accompagne les agents hospitaliers dans leur carrière et qui peuvent avoir aussi un lien avec la question de l'apprentissage. Cela va surtout varier en fonction des délégations. Il y a 3 délégations aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, donc une qui couvre plutôt l'Auvergne, une qui couvre plutôt les Alpes et l'autre plutôt le Rhône. Enfin, c'est la délégation Rhône, Alpes et la Auvergne en fait. Sachez aussi que la NFH est sous convention au niveau national avec le FIPHFP, donc a en tout cas un regard assez particulier, ciblé aussi sur la question de l'emploi, de la formation en tout cas des personnes en situation de handicap. Et puis Amandine en a parlé, dans la fonction publique territoriale, il y a le Centre national de la fonction publique territoriale, qui est un établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public et qui, là aussi, au niveau national, donc il y a une convention avec le FIPHFP et notamment dans cette convention, il est prévu que le CFPTC puisse proposer des actions de formation
qui permettent accès en fait en direction de demandeurs d'emploi qui souhaiteraient s'orienter vers la fonction publique. Sachez toutefois que selon les délégations, cette offre-là et l'offre en tout cas de service est différente. Donc encore une fois, il s'agit d'essayer de mieux appréhender ce que peuvent proposer les délégations de vos territoires pour être finalement plus au clair de ce qui existe et sur la manière dont vous pouvez vous positionner par rapport à ces acteurs-là, qui restent quand même les interlocuteurs privilégiés des employeurs territoriaux, puisque ce sont des intermédiaires qui relèvent aussi de la fonction publique, qui ont vraiment une mission dédiée et qui vont dans ce sens. Dans la continuité, et puis on répondra ensuite à vos questions parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. Les offres en apprentissage dans la fonction publique. Alors, où les trouve-t-on? Alors déjà, d'abord, il faut peut-être retenir le fait que dans la fonction publique, il y a une logique de campagne de recrutement des apprentis qui, en général, démarre au plus tôt en décembre, donc là, pour le coup, décembre 2020, mais en général, les employeurs commencent à sonder en fait leurs services en interne pour essayer d'identifier en fait les besoins en interne ou les ouvertures possibles, en tout cas, pour du recrutement d'apprentis en général, hein, pas forcément en situation de handicap, en général. Donc on est plutôt sur la période voilà, qui va partir de fin décembre à fin février. C'est vraiment là que les employeurs vont sourcer en interne pour ensuite aller chercher en fait des candidats en externe et notamment des candidats en situation de handicap. Donc ce calendrier-là, il est important pour vous à prendre en compte parce que c'est un peu la fenêtre de tir, c'est-à-dire vous savez que sur cette période-là, il y a besoin vraiment voilà, de se rapprocher des employeurs pour finalement leur dire que, voilà, que vous existez, que vous pouvez les accompagner dans leur démarche. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que nous, on a vraiment souhaité consacrer des actions sur la fin du dernier semestre 2020 à cette question de l'optimisation de la campagne 2021, parce que justement, on sait que c'est maintenant ou jamais qu'il faut encore promouvoir, organiser en fait la mise en œuvre de ces process de recrutement d'apprentissage de manière pratico-pratique. En tout cas, les offres en apprentissage, elles sont publiées sur différents endroits. Alors, sachez qu'il existe en fait un site qui s'appelle, donc dont vous voyez le logo ici, qui s'appelle Place de l'apprentissage et des stages, qui en fait a été mis en place en début d'année 2020 et qui est justement dédié à la recherche de stages et d'alternance dans les 3 versants de la fonction publique. En fait, il remplace peut-être pour ceux qui connaissaient la BIEP, la Bourse interministérielle de l'emploi public. Il permet en fait la recherche par zone géographique, par niveau d'études, par domaine d'activité. Les candidats peuvent eux-mêmes créer en fait un espace personnel. C'est un dispositif qui est récent et qui pour le coup n'est pas encore très utilisé par les employeurs. Et d'ailleurs, c'est à nous et à vous aussi, en tant qu'acteurs de l'emploi et de la formation, de promouvoir auprès des employeurs cette plateforme parce que l'intérêt, c'est d'avoir en fait sur un lieu unique, idéalement, ça serait d'avoir toutes les offres en apprentissage et de stages proposés par les employeurs publics et notamment sur une région. Ça permettrait vraiment de rendre vraiment lisible en fait le champ des possibles en termes de recrutement d'apprentis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les employeurs publics n'ont pas encore tous l'habitude d'utiliser cette plateforme. Si vous y allez, vous verrez qu'il y a beaucoup d'employeurs de l'État, beaucoup de grands comptes, mais voilà, c'est pas encore parfaitement huilé, on va dire. Mais ça mérite de l'être. Et puis, il y a aussi la question des partenariats, c'est-à-dire que par exemple, les centres de gestion, eux, ils ont en fait en général des plateformes d'emploi sur lesquelles en fait sont publiées toutes les offres d'emploi dans la territoriale, que sont Emploi territorial et Cap territorial. À ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas de lien entre ces 2 plateformes-là. Donc voilà, il y a des axes d'amélioration. Mais voilà, vous sachez que par ailleurs, vous trouverez les offres d'apprentissage sur ces plateformes plutôt réservées à la fonction publique territoriale, donc Emploi territorial et Cap territorial. Vous allez également trouver les offres d'emploi de l'hospitalière publiées sur le site de la Fédération hospitalière française ou dans certaines revues comme les ASH qui sont vraiment spécifiquement dédiées au secteur sanitaire et médico-social. Vous allez également avoir un site qui s'appelle emploipublic.fr qui là aussi a développé, il y a beaucoup d'employeurs et notamment territoriaux qui publient
leur offre sur ce site internet. Et puis, il y a tous les sites internet des employeurs publics, notamment des plus gros employeurs publics, qui en général ont une rubrique comme, voilà, hein, comme tout employeur de moyenne et grande envergure qui ont un site internet, ils ont une rubrique recherche d'emploi ou offre d'emploi. Et puis, bien sûr, il y a tous les sites du droit commun. Et alors, j'ai dit dont Indeed parce que c'est un peu une anecdote. C'est vrai que dans les relations qu'on a avec les employeurs publics, on voit de plus en plus des employeurs, et notamment de l'hospitalière, qui s'appuient aussi sur Indeed comme outil en fait de gestion des recrutements, de sourcing en tout cas de candidats. Bien sûr, il y a le site de Pôle emploi, les sites de Cap emploi, tous les sites du service public de l'emploi, qui sont autant de sites sur lesquels peuvent être publiés, comme vous le savez, pour le coup, les offres en apprentissage. Les sites des CFA aussi, peut-être. Voilà, en tout cas, il y a ça, on va dire qu'on met tout ça dans les sites du droit commun. Voilà. Alors oui, les dispositifs de droit commun, simplement pour dire que dans le cadre du recrutement et de l'intégration des personnes, donc des apprentis en situation de handicap, sachez que les employeurs publics ont la possibilité de mobiliser tous les dispositifs de droit commun accessibles aux demandeurs d'emploi, et notamment en situation de handicap, en vue donc de sécuriser leur parcours professionnel, donc leur insertion professionnelle et leur parcours professionnel dans le cadre donc d'un contrat d'apprentissage dans la fonction publique. Par exemple, en amont d'un contrat en apprentissage, les employeurs publics, comme c'est le cas dans le secteur privé, peuvent très bien aller chercher une préparation opérationnelle à l'emploi individuel qui va permettre la mise en place d'une formation de préparation donc à cette prise de poste en apprentissage et qui permet de résorber l'écart en fait entre les compétences du candidat que l'employeur retient et les compétences requises pour le poste, par exemple. Donc voilà, c'est un outil qui relève du service public de l'emploi, mais qui est aussi à la disposition des employeurs publics en amont d'un contrat d'apprentissage, et ça peut être intéressant à mobiliser. Et puis n'oubliez pas aussi qu'au démarrage et durant le contrat d'apprentissage, les employeurs publics, sur le volet handicap, ont la possibilité de mobiliser les prestations d'appui spécifiques, les EPAST, tous ces dispositifs qui sont dédiés donc à l'insertion, à venir en appui, en tout cas, des employeurs, notamment dans le cadre de l'insertion professionnelle d'apprentis en situation de handicap. Voilà. Alors peut-être, Amandine, est-ce qu'il y a eu des questions sur cette partie-là ? Alors oui, alors 2 questions. D'abord sur le nom des interlocuteurs, alors des intermédiaires de chaque versant de la fonction publique. Oui, alors vous allez les retrouver dans le catalogue des acteurs ressources du Handipact Fonction publique Auvergne-Rhône-Alpes, qui est sur le site du Handipact. Je vous ai parlé de Cécileuse, donc pour la mission handicap FIP-FHF. Je ne vais pas pouvoir vous donner les 12 noms des 12 chargés de mission handicap des centres de gestion de la fonction publique territoriale, mais ils sont sur le site, donc sur le catalogue du Handipact. Et pour la plateforme RH, la responsable de cette plateforme s'appelle Véronique Cour. Et du coup, ses coordonnées sont aussi sur ce répertoire des acteurs ressources du Handipact. Voilà, et puis on nous demande également quel est l'organisme de formation pour la FPE. Donc je pense quelle est l'OPCO de la FPE. Alors, dans la fonction publique de l'État, l'organisation est un petit peu différente, c'est-à-dire que les plans de formation sont construits au niveau ministériel pour les ministères. Donc, en fait, ça se joue au niveau central. Voilà, c'est vraiment la différence avec l'hospitalière et la territoriale. C'est que chaque ministère va développer en fait son plan de formation et son offre de formation en direction de ses propres agents. Et c'est le cas également pour les établissements publics de l'État. Par contre, il existe donc au niveau de la plateforme RH un outil, un dispositif qui s'appelle Saphir, qui est en fait
un dispositif qui propose des formations en interministériel, en interadministration à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin de chaque région globalement. Et donc effectivement, ça permet aux employeurs de l'État d'inscrire leurs agents sur un certain nombre de formations. Notamment, tout récemment, il y avait une formation qui était proposée donc pour les référents handicap. Donc ouverte à tous les agents de la fonction publique de l'État en région, par exemple. Voilà. Donc chaque employeur de l'État a son propre plan de formation et le gère en propre au niveau ministériel ou de son établissement. Et sinon, en interministériel, la PFRH peut proposer et organiser des formations en région. Voilà. Et puis alors, une question, et je pense qu'il faut que je reprécise, qui concerne la partie précédente et sur la fin des contrats d'apprentissage. On nous demande donc à l'issue du contrat, le CDD de 1 an, la titularisation sans passer de concours. Alors là-dessus, je vais repréciser. Le CDD de 1 an, c'est pas un CDD classique, c'est le CDD qui vaut la période de stagiairisation lorsque, pour accéder au poste de fonctionnaire, donc pour être titularisé, on a été promu par l'article 27 ou 38, donc par la voie dérogatoire. On ne peut pas simplement intégrer un CDD de 1 an en vue d'une titularisation. Voilà, c'est vrai que c'est une spécificité fonction publique. Ouais. Oui. Est-ce que ça parle à tout le monde, ces contrats article 27 ou 38? Parce que peut-être repréciser ce point-là, parce que c'est vrai que c'est pas... Oui, oui, donc il s'agit vraiment d'une voie dérogatoire pour accéder à la titularisation. Donc, classiquement, sans passer le concours. Sans passer le concours. Classiquement, un fonctionnaire, avant d'être titularisé, il a une période qu'on appelle une stagiairisation, donc une période de stage qui en général dure 1 an, avant laquelle il va être promu au poste de fonctionnaire. Dans le cadre des articles 27 et 38, une personne en situation de handicap, une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi, va accéder à cette position de titulaire sans passer le concours, puisqu'il en a été exempté, et on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il détient les conditions d'accès au concours. Plutôt que cette période de stagiairisation, il va passer par une période de CDD de 1 an, mais qui vaut cette période de stagiairisation. Donc, c'est une période évidemment qui n'est pas réservée, c'est un dispositif qui n'est pas réservé aux apprentis, mais qui va être réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Voilà. Et donc, on nous pose la question de l'intérêt de passer le concours. Effectivement, alors, il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui préfèrent, pour ne pas être fléchées ou stigmatisées, ou pour ne pas faire part de leur situation de handicap, simplement intégrer un poste de la manière classique, donc en passant un concours. Il y a des employeurs également qui privilégieront la piste en fait du concours parce que c'est la piste classique en fait qui vaut pour tous les fonctionnaires, sachant que les concours peuvent être aménagés, il peut y avoir des compensations à apporter par rapport aux situations de handicap. Voilà, et puis c'était tout au niveau des questions. D'accord. Bien. Est-ce que du coup, alors avant de poursuivre, est-ce que par rapport au contenu là, du webinaire, vous avez besoin d'autres précisions ou d'autres d'autres informations avant que je poursuive sur la campagne 2021? Non, nous avons été clairs. Alors, donc, je continue. Alors, voilà, comme on vous l'a dit, dans le cadre du Handipact Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait le choix sur ce dernier semestre 2020 de vraiment structurer, enfin, accompagner les employeurs publics et du coup, vous accompagner également pour optimiser, en fait, le recrutement d'apprentis en situation de handicap dans le cadre de la campagne de recrutement 2021. Donc, voilà, sachant qu'on reste quand même dans la logique de recrutement avec les créneaux sur une année scolaire, donc avec un démarrage à l'automne 2021, mais que finalement cette campagne, elle démarre là en début d'année par le sourcing au sein des services des besoins en apprentissage. Alors, ce qu'on propose, donc là, on a fait un webinaire donc en direction du service public de l'emploi et des CFA. J'ai mangé la date, Amandine, le 3 octobre
ou non, le 3 novembre, je ne sais Le plus. 3 novembre, Le oui. 3 novembre, voilà, il y a un webinaire qui va être proposé aux employeurs publics, toujours sur le thème de l'apprentissage, mais vraiment orienté préoccupation des employeurs. Et le 17 novembre, voilà. Voilà, le 17 novembre, on va organiser une instance d'échange de pratiques qui a vraiment pour but d'être pratico-pratique. C'est-à-dire, en fait, sur la base du recensement des expériences des uns d'un côté, donc de votre côté, et des autres du côté des employeurs, et des freins, des difficultés rencontrées, éventuellement des réponses apportées. Sur cette base-là, en fait, l'idée, c'est de construire cette instance pour développer les échanges pratiques et faire émerger peut-être des outils, des méthodes, des moyens qui vont pouvoir faciliter en fait le process de recrutement d'apprentis en situation de handicap, donc à l'horizon de la campagne 2021. Et pour ce faire, l'idée, c'est de vraiment que, enfin, on compte sur vous, en fait, sur votre mobilisation pour nous aider, en fait, hein, dans cette logique d'optimiser le recrutement d'apprentis en situation dans la fonction publique. Vous avez, pour la plupart d'entre vous aussi, des objectifs hein, de développer l'apprentissage globalement hein, dans le secteur privé, comme en tout cas l'alternance dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc du coup, c'est comment on croise en fait les objectifs partagés de chacun, ceux des employeurs, ceux du service public de l'emploi, ceux des CFA, pour essayer de réussir en fait et de booster les recrutements donc d'apprentis dans la fonction publique. Et donc, pour ce faire, on va vous demander tout simplement de répondre à un petit sondage. Donc, Amandine vient de mettre, non, Karine, pardon, vient de mettre sur donc, le chat un lien qui en fait renvoie tout simplement à un Google Form. Et dans ce lien, vous verrez, l'idée c'est que vous puissiez simplement nous dire quelle est votre expérience en matière de recrutement d'apprentis dans la fonction publique et quelles sont les difficultés que vous avez éventuellement rencontrées. Et au regard de ces difficultés, selon vous, quels sont les leviers possibles? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait concrètement hein, mettre en œuvre pour faciliter, pour pouvoir en fait mener des actions correctives et dépasser ces difficultés-là. Donc, nous vous remercions vraiment de bien vouloir prendre le temps de répondre à ce questionnaire, donc soit maintenant, soit un petit peu plus tard, mais pas trop tard. L'idée, c'est vraiment de répondre le plus rapidement possible, puisque ça va être un matériau qu'on va utiliser pour préparer l'instance d'échange de pratiques du 17 novembre. Pour cette instance d'échange de pratiques du 17 novembre, je reviendrai vers vous, alors plus spécifiquement vers les directeurs, les responsables de Cap Emploi, pour voir comment on peut ensemble structurer un petit peu l'organisation de cette instance qui, nous l'espérons, en fait, nous espérons pouvoir l'organiser en présentiel, mais nous avons éventuellement prévu de l'organiser aussi à distance. Donc voilà, on verra en fonction du contexte sanitaire, ce qu'on pourra mettre en œuvre. Mais voilà, en gros, les échéances pour vraiment rentrer dans quelque chose de concret, de ne pas se limiter seulement à de l'apport de connaissances, mais vraiment d'être dans quelque chose d'opérationnel et de pratico-pratique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à c'est l'orientation qu'on veut donner donc à la démarche? Ou des suggestions ou... Non, pas particulièrement non plus. Bien. Dans ce cas-là, donc merci vraiment de répondre à ce sondage Google Form. Et pour le coup, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons pouvoir du coup terminer ce webinaire. Nous vous remercions sincèrement pour votre participation. Nous espérons vraiment avoir pu améliorer votre connaissance donc, en matière de recrutement d'apprentis dans la fonction publique. N'hésitez pas, si vous avez besoin de revenir vers Amandine ou moi, y compris pour des questions purement opérationnelles, pratico-pratiques. N'hésitez pas, nous sommes aussi là pour vous aider justement par rapport à ces questions, puisqu'en fait on vise le même objectif, c'est d'optimiser le recrutement d'apprentis dans la fonction publique. Donc on se tient aussi à votre disposition. Voilà, un grand merci à tous et donc nous vous disons à très bientôt. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Au revoir.